Dans le monde de Larkin Steeves, la cruauté était une monnaie d'échange, et il la dépensait sans compter. Alors, quand il a invité sa secrétaire agressivement effacée au gala le plus sanglant et le plus risqué de l'année, c'était censé être une blague. Un pari. Une façon de regarder la fille invisible bégayer et s'effondrer. Il s'attendait à un cardigan mal ajusté et à une crise de panique. Au lieu de cela, elle a franchi ses portes en laiton, ressemblant à une guerre qu'il était destiné à perdre. Et la blague est morte dans sa gorge. Première partie. L'architecture d'une blague. Le syndicat Steeves n'opérait pas depuis une arrière-salle enfumée. Opérait depuis le 42e étage d'un monolithe de verre et d'acier dans le quartier financier. Les sols étaient en marbre italien poli. Le café était importé d'une petite ferme terrifiée en Colombie. Et la violence était nettoyée, stérilisée, dans des feuilles de calcul et des rapports de résultats trimestriels. Penelope Woods gérait les feuilles de calcul. C'était une maîtresse du banal, une femme qui avait fait de sa propre invisibilité une arme. À 28 ans, Pénélope possédait cette sorte de banalité agressive qui faisait que les gens ne la voyaient pas. Elle portait des pantalons de la couleur du ciment humide. Ses chemisiers étaient invariablement à col haut et achetés dans des grands magasins qui sentaient la lavande et la défaite. Ses cheveux, d'un châtain cendré sans engagement, étaient toujours tirés en arrière par une pince sévère qui lui donnait un léger mal de tête perpétuel. Elle aimait ce mal de tête. Il la gardait ancrée. Il la gardait éveillée. Elle savait exactement pour qui elle travaillait. On ne traite pas des factures pour des achats en gros de soude caustique industrielle et de bâches en plastique sans faire le rapprochement. Mais les avantages médicaux étaient extraordinaires. Son plan d'épargne était abondé à hauteur de 7%. Et la pègre, en fin de compte, prenait le harcèlement au travail très au sérieux. Quelqu'un l'avait sifflé dans la salle de pause lors de sa 2e semaine. Cet homme avait ensuite été transféré à la division de la gestion des déchets et on ne l'avait jamais revu. Pénélope survivait en se faisant oublier, comme un meuble. Elle était la lampe de bureau. Elle était l'agrafeuse. Elle tendait à Larkin Steeves son café noir à précisément 8h15 chaque matin. Elle ignorait la tache occasionnelle de rouille séchée sur ses poignets de chemise coûteux. Puis elle se retirait dans son box pour équilibrer des registres qui cachaient régulièrement de l'extorsion. Larkin Steeves était un homme entièrement fait d'angles vifs. Il avait hérité du syndicat de son père il y a 3 ans. Il avait pris une organisation brutale et désordonnée pour la transformer en une machine d'entreprise. Il était jeune, 32 ans, avec des cheveux sombres coupés très courts et des yeux de la couleur d'un océan en hiver. Il ne souriait pas. Il calculait. Et dernièrement, il s'ennuyait profondément. L'ennui chez un homme comme Larkin était dangereux. Il se manifestait par un tic à la mâchoire, une tendance à s'attarder trop longtemps sur les défauts microscopiques de ses subordonnés. C'est un robot, Larkin. Je te le dis, ouvre-la et des fils en tomberont. Thomas Dixon, le cousin et sous-chef de Larkin, s'appuyait contre le lourd bureau en chêne de Larkin, faisant tourner un liquide ambré dans un verre en cristal. Thomas était tout ce que Larkin n'était pas, bruyant, imprudent et profondément amusé par sa propre cruauté. Larkin ne leva pas les yeux de sa tablette. Elle est efficace. C'est un fantôme en chaussures orthopédiques, corrigea Thomas, en prenant une lente gorgée. Il jeta un coup d'œil à travers la paroi de verre du bureau vers Pénélope, assise à son poste, tapant agressivement, sa posture terrible. Je parie qu'elle n'a même jamais bu un verre. Je parie qu'elle dort dans un classeur. Je ne l'ai jamais vue réagir à quoi que ce soit. Jimmy s'est fait tirer dessus dans le hall le mois dernier. Elle a juste enjambé le sang et a demandé si les ascenseurs fonctionnaient encore. Elle avait une déclaration de revenus trimestriels à rendre ce matin-là, murmura Larkin, son ton dénué d'inflexion. Allez, Larkin, où est ton sens de l'humour? Thomas se détacha du bureau, ses yeux brillants d'une intention malveillante. Le gala du solstice, c'est vendredi. Toutes les grosses pointures des 5 familles y seront. Amène-la. Larkin arrêta enfin de faire défiler l'écran. Il leva les yeux, son regard pâle fixant son cousin. Amener ma secrétaire au gala du solstice? Oui. Thomas sourit, dévoilant ses dents. Dis-lui que c'est une fonction d'entreprise obligatoire. Dis-lui de bien s'habiller. Regarde-la arriver en tailleur-jupe en tweed et en chaussures plates. Le don de la famille Steeves entrant avec une bibliothécaire. Rien que l'expression sur leur visage en vaudra la peine.
et la regardait essayer de tenir une conversation avec Victor de la Bradva. Elle essaiera probablement de lui proposer une feuille de calcul. C'est une blague parfaite. Larkin regarda à nouveau à travers la vitre. Penelope plissait les yeux devant son écran, mâchonnant distraitement le bout d'un stylo en plastique bon marché. Elle semblait totalement déplacée dans l'environnement élégant et prédateur du 42e étage. Elle avait l'air douce, terne, entièrement fragile. Une étincelle cruelle et oisive d'amusement s'alluma dans la poitrine de Larkin. C'était une idée terrible. C'était mesquin. C'était indigne de lui. « Si elle pleure, » dit Larkin, sa voix basse, « c'est toi qui nettoies les dégâts. » Marché conclu, rit Thomas. 10 minutes plus tard, Larkin ouvrit la porte en verre. Le bourdonnement ambiant de l'étage s'éteignit instantanément, comme toujours quand il sortait. Il se dirigea vers le bureau de Penelope. Elle ne leva les yeux que lorsqu'il tapota du doigt sur la surface stratifiée. « Monsieur Steeves, dit-elle, sa voix plate, professionnelle. Les comptes offshore ont été rapprochés. L'écart était une erreur d'arrondi à la succursale des Caïmans. Bien, dit Larkin. Il étudia son visage. Pas de maquillage. Une légère trace d'encre sur sa pommette gauche. Des yeux de la couleur d'un thé léger. Libérez votre emploi du temps pour vendredi soir. Penelope cligna des yeux. Vendredi soir? Après 18 heures? 20 heures. Y a-t-il un audit d'urgence? Elle attrapa son agenda, un monstre abîmé et codé par couleur. C'est un dîner, dit Larkin, l'observant attentivement pour déceler une réaction. Le gala du solstice, à l'hôtel Continental. C'est obligatoire pour le personnel de direction. Un mensonge. Penelope n'était pas du personnel de direction. Elle était une assistante administrative. Sa main plana au-dessus de son agenda. Elle leva les yeux vers lui. Pendant une fraction de seconde, Larkin vit quelque chose de vif, briller dans ses yeux bruns et ternes. Quelque chose qui ressemblait étonnamment à de la compréhension. Mais ensuite, ce fut parti, enterré sous une vie de conformité pratiquée. « Je vois, dit-elle. Portez quelque chose de joli, » ajouta Larkin. Les mots semblaient étonnamment lourds sur sa langue. « C'est un événement formel. »« Bien sûr, monsieur Steeves, » répondit-elle, son ton parfaitement égal. « Voulez-vous que j'apporte les dossiers de projection du 3e trimestre ou est-ce strictement un événement de réseautage? Venez simplement vous-même, mademoiselle Woods. » Il se tourna et s'éloigna, sentant une torsion soudaine et inexplicable de culpabilité dans ses entrailles. Il la refoula. Ce n'était qu'un dîner, un petit jeu inoffensif. Les lions jouant avec la souris avant l'abattage. Deuxième partie, l'armure. Pénélope ne pleura pas en rentrant chez elle. Elle verrouilla le pen dormant de son appartement exigu au 4e étage sans ascenseur, enleva ses chaussures pratiques et fixa la peinture écaillée de son plafond. Elle n'était pas stupide. On ne survit pas 3 ans à l'épicentre d'un syndicat du crime organisé en étant inconsciente. Elle savait exactement ce qu'était le gala du solstice. Elle gérait le budget de la restauration pour cet événement. Elle connaissait la liste des invités. C'était un nid de vipères rempli de meurtriers, d'extorqueurs et de sociopathes en costume sur mesure. Et elle savait pourquoi Larkin Steeves l'avait invité. Elle avait vu Thomas Dixon la regarder à travers la vitre. Elle avait vu les sourires narquois. Il la prenait pour une blague. La secrétaire invisible et pathétique traînait dans la lumière scintillante et sanglante de leur monde, juste pour qu'ils puissent la regarder se tortiller. Ils voulaient la voir se recroqueviller. Ils voulaient rire dans leur flûte de champagne, alors qu'elle se tiendrait dans un coin, serrant un sac à main bon marché, noyée dans sa propre inadéquation. Pénélope entra dans sa minuscule salle de bain et se regarda sous la dure lumière fluorescente. Elle avait l'air fatiguée. Elle ressemblait exactement à une femme noyée sous 90 000 $ de prêts étudiants, travaillant à un poste qui menaçait régulièrement son âme immortelle juste pour payer les factures. Elle ressemblait à une cible. « Pas cette fois », murmura-t-elle au miroir. Elle était épuisée de se faire toute petite. Elle était si incroyablement fatiguée de se plier en petits carrés invisibles pour que des hommes bruyants et dangereux ne la regardent pas à 2 fois. Ils voulaient une blague? Très bien. Mais c'était Pénélope qui tenait leur compte. Elle connaissait les marges. Elle savait comment calculer un retour sur investissement. Elle se dirigea vers son ordinateur portable, l'ouvrit et se connecta à son compte d'épargne. 6 000 $, son fonds d'urgence. 6 mois de sécurité si jamais le syndicat s'effondrait,
ou si elle se retrouvait prise dans une fusillade. Elle vira $5 000 sur son compte courant. Le lendemain soir, après le travail, Penelope ne retourna pas à son appartement. Elle prit un taxi pour la 5e avenue. Elle entra dans une boutique avec un agent de sécurité à la porte et sans étiquette de prix sur les vêtements. La vendeuse, une femme sévère à la coiffure architecturale, jeta un coup d'œil au pantalon gris de Penelope et ouvrit la bouche, probablement pour l'orienter vers un grand magasin plus bas dans la rue. « J'ai besoin d'une robe », dit Penelope, la coupant. Sa voix manquait de sa timidité habituelle de bureau. Elle était plate, dure et totalement intransigeante. « J'ai un budget de $4 000. Elle doit être longue jusqu'au sol. Elle doit être noire. Et elle doit donner l'impression de pouvoir trancher la gorge d'un homme. » La vendeuse marqua une pause. Un sourire lent et terrifiant se dessina sur son visage. « Par ici. » La transformation n'était pas un conte de fées. Il n'y avait pas d'oiseaux chanteurs, pas de citrouille magique. C'était un assemblage froid et calculé d'une armure. La robe qu'elle trouvèrent était un chef-d'œuvre d'ingénierie structurelle et de soie sombre. Elle ne scintillait pas. Elle absorbait la lumière. Elle était dos nu, plongeant dangereusement bas, suspendue par de délicates chaînes de bronze industriel, plutôt que par des bretelles. Le devant était un col bénitier sévère et élégant qui drapait ses clavicules, sophistiqué mais impitoyable. Elle lui allait comme une seconde peau, révélant des courbes qu'elle avait passé la dernière décennie à cacher agressivement sous de la laine et du polyester. Elle acheta des chaussures qui étaient moins des souliers que des armes, des talons aiguilles à pointe d'acier véritable. Elle acheta une pochette qui ressemblait à un morceau d'obsidienne déchiquetée. Le vendredi après-midi, elle avait pris sa demi-journée. Elle s'assit dans un fauteuil de salon et laissa une inconnue laver la grisaille de sa vie. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda la styliste, passant ses mains dans les cheveux ternes de Penelope. « Je les veux sombres, » dit Penelope. « Espresso, et coupez-les. » Un carré, bien net. Elle regarda des morceaux de son camouflage tomber sur le sol. Le châtain cendré laissa place à une obscurité riche et brillante qui rendait sa peau pâle lumineuse plutôt que maladive. La coupe nette encadrait sa mâchoire, mettant en valeur une structure osseuse qu'elle avait oublié de posséder. Quand vint le moment du maquillage, elle ne demanda pas quelque chose de naturel. Elle ne demanda pas à être jolie. Elle demanda la guerre. Une lèvre rouge sang profond, des yeux soulignés d'un col épais et charbonneux. Quand elle se leva enfin et se regarda dans le miroir en pied, son souffle se coupa. La femme qui la regardait était une étrangère. Elle était dangereuse. Elle ressemblait au genre de femme qui ne tient pas les comptes de la mafia, mais au genre de femme qui la possède. Elle enfila les lourdes chaînes froides de la robe sur ses épaules. Elle chaussa les escarpins à pointe d'acier. Elle attrapa la pochette d'obsidienne. Elle ne se sentait pas comme une secrétaire. Elle se sentait comme une arme chargée. « Allons écouter la chute de la blague », murmura-t-elle à la pièce vide. Troisième partie. Le changement. La salle de bal de l'hôtel Continental sentait les orchidées, le bourbon cher et une malveillance à peine dissimulée. Des lustres en cristal jetaient une lueur chaude et dorée sur la mer de smoking sur mesure et de robes de créateurs. Un quatuor à cordes jouait Vivaldi dans un coin, faisant de son mieux pour ignorer le fait qu'au moins la moitié des hommes dans la pièce complotaient activement pour assassiner l'autre moitié. Larkin se tenait près du bar central, un verre de scotch à la main. Il était dans son élément, saluant de la tête les sous-chefs, acceptant les salutations terrifiées et respectueuses des associés mineurs. Pourtant, une tension palpable s'était installée à la base de son cou. Il n'arrêtait pas de regarder sa montre. 8h15. Elle était en retard. Penelope Woods n'était jamais en retard. En 3 ans, elle n'avait jamais dépassé 8 heures du matin d'une seule minute. Elle s'est dégonflée, dit Thomas, apparaissant au coude de Larkin, l'air suffisant. Il retira une peluche de son revers de velours. « Je t'avais dit qu'elle était probablement arrivée dans le hall, qu'elle a vu un type avec un pistolet sous sa veste, et qu'elle est retournée en pleurant auprès de ses chats. Elle n'a pas de chat, dit Larkin machinalement. Peu importe. Le fait est que ton petit fantôme de compagnie n'a pas supporté la pression. Honnêtement, c'est mieux ainsi. L'avoir ici, planté là, avec son air de prof remplaçante, aurait gâché l'ambiance. » Larkin ne répondit pas. Il fixa le liquide ambré dans son verre. Il sentit une sensation lourde et désagréable s'installer dans son estomac.
Ce n'était pas de la déception. C'était de la honte. Il avait intimidé une civile. Il avait utilisé son pouvoir pour humilier une femme qui ne faisait rien d'autre que de maintenir l'organisation de son empire. C'était un geste négligent et arrogant. Cela lui donnait l'impression de trop ressembler à son père. « Je vais prendre un autre verre », marmonna Larkin, se détournant de Thomas. « Comme tu veux », rit Thomas. « Je vais aller trouver les gars de la Bradva, voir s'ils veulent parier sur le temps que tu mettras à la virer lundi. » Larkin fit un pas vers le barman, puis la pièce changea. Ce ne fut pas un silence soudain. C'était un changement physique dans l'atmosphère, comme la chute de pression barométrique juste avant une violente tempête. Le faible bourdonnement des conversations faiblit. Le quatuor à cordes manqua une note. L'archet du violoncelliste racla durement les cordes avant de se reprendre. Les têtes commencèrent à se tourner, une par une, vers les grandes portes en laiton, à l'entrée de la salle de bal. Larkin s'arrêta. Les poils de ses bras se hérissèrent. C'était un instinct de prédateur. L'attention collective d'une centaine d'hommes dangereux venait de se concentrer sur un seul point dans l'espace. Il se tourna lentement, s'attendant à voir un chef rival ou peut-être une descente de police. Il la vit. Pendant 3 secondes entières, le cerveau de Larkin Steeves fut totalement incapable de traiter l'information visuelle qui lui était envoyée. Elle se tenait en haut du petit escalier qui menait à la salle de bal. La lumière des lustres accrochait les chaînes de bronze mordant ses épaules nues de porcelaine. La soie noire drapait son corps comme une nuit liquide, s'accrochant à une taille qu'il ne lui avait jamais connue. Elle s'accumulait autour des talons à pointe d'acier qui frappaient les marches de marbre avec la cadence rythmique et terrifiante d'un métronome. Ses cheveux sombres formaient un casque net et brillant qui encadrait un visage taillé dans la glace. Ses lèvres étaient une entaille d'un rouge violent. Les hommes la dévisageaient. Des hommes qui traitaient régulièrement en monnaie humaine. Des hommes qui achetaient et vendaient la beauté comme du fil de cuivre étaient complètement immobilisés. Elle n'était pas jolie. Elle était dévastatrice. Thomas, debout à 3 mètres de là, laissa tomber sa flûte de champagne. Elle se brisa sur le sol en marbre. Larkin ne pouvait plus respirer. Ses poumons semblaient enserrés dans des bandes de fer. Chaque goutte de sang dans son corps sembla se précipiter instantanément vers sa tête, laissant ses extrémités froides et engourdies. C'était Pénélope, la femme qui lui apportait son café, la femme qui posait des questions sur la franchise du plan dentaire de l'entreprise. Elle atteignit le bas des escaliers. Elle n'hésita pas. Elle ne baissa pas les yeux vers ses pieds. Elle regarda droit devant elle, à travers la pièce. Ses yeux sombres, lourdement maquillés, balayèrent la foule avec un dédain absolu jusqu'à ce qu'il se pose sur Larkin. Il sentit l'impact de ce regard jusque dans ses dents. Elle commença à marcher vers lui. La foule s'écarta. Elle s'écarta littéralement. Des tueurs endurcis se reculèrent, lui offrant un large passage, sentant instinctivement qu'elle n'était pas une proie. La prise de Larkin sur son verre de scotch se resserra jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il ne pouvait pas bouger. Il se sentait enraciné au sol. La blague cruelle que lui et Thomas avaient construite se dissolvait rapidement, remplacée par une réalité terrifiante et électrique. Elle s'arrêta à 1 mètre de lui, assez près pour qu'il puisse sentir son parfum. Elle ne sentait pas la lavande de grands magasins. Elle sentait l'ozone, comme une allumette craquée. « Monsieur Steeves », dit Penelope. Sa voix était la même, calme, égale, précise, mais encadrée par les lèvres rouges et la lumière crue, elle sonnait comme une menace. Larkin ouvrit la bouche. Son esprit, habituellement un piège d'acier de tactique et de rhétorique, était entièrement vide. « Vous êtes en retard !» réussit-il à dire. C'était une chose stupide et faible à dire, et il se détesta à la seconde où les mots quittèrent sa bouche. Pénélope ne sia pas. Elle releva légèrement le menton, ses yeux sombres le clouant au mur derrière lui. « Vous n'avez pas précisé d'heure, monsieur Steeves, » répondit-elle doucement. Elle jeta un coup d'œil à la salle, observant les visages stupéfaits, la foule paralysée, puis le regarda à nouveau. Un sourire lent et terriblement froid courba les coins de ses lèvres rouges. « J'ai supposé que vous vouliez que je fasse une entrée remarquée. Est-ce que cela répond aux exigences de l'entreprise ?» Larkin la fixa. L'air entre eux semblait épais, chargé d'une gravité soudaine et violente. Il avait invité une souris dans un abattoir pour la voir mourir. Il réalisa, avec une pointe d'adrénaline glacée, qu'il avait accidentellement invité une louve.
Cela le dépasse, murmura Larkin, sa voix baissant d'une octave, complètement hors de son contrôle. Excellent, dit Pénélope. Elle déplaça son poids, la soie glissant doucement sur sa hanche. Maintenant, lequel de ces messieurs est le contact pour les comptes des Caïmans? J'ai quelques questions sur leur récente dépense générale. Elle n'était pas là pour survivre à la blague. Elle était là pour s'approprier la chute. Larkin regarda cette femme, cette étrangère qui s'était cachée sous ses yeux dans son bureau pendant 3 ans. Et pour la première fois en une décennie, le don de la famille Steeves ressentit une peur authentique et pure. Et juste derrière, une faim désespérée et dévorante. 4e partie. L'audit. Larkin ne savait pas quoi faire de ses mains. Pour un homme qui ordonnait régulièrement le démantèlement d'organisations rivales avant son expresso du matin, la perte soudaine de ses fonctions motrices de base était alarmante. Il finit par fourrer ses mains dans les poches de son pantalon, une posture tendue et défensive, alors qu'il se mettait à marcher aux côtés de Pénélope. Elle n'attendit pas qu'il la guide. Elle traversa la salle de bal comme un couteau dans du beurre. Les hommes qui s'étaient moqués de son existence quelques heures plus tôt se pressaient maintenant contre les tables hautes pour la laisser passer. Ils fixaient la ligne sévère de son carré, l'étendue pâle de son dos, et la pochette déchiquetée et coûteuse qu'elle tenait comme une brique. Langdon, dit Penelope doucement, sans regarder Larkin alors qu'il marchait. Arthur Langdon. Il gère le routage via les sociétés écrans des îles Caïmans, n'est-ce pas? Oui, dit Larkin. Sa voix semblait faible à ses propres oreilles. Il s'éclaircit la gorge. Il est près de la sculpture de glace, costume gris, en sueur. Il devrait l'être, murmura Penelope. Arthur Langdon était un homme nerveux et moite, qui détournait une fraction négligeable des fonds blanchis du syndicat. C'était une somme si petite que Larkin n'avait pas encore pris la peine de le tuer pour ça. Trouver un banquier offshore fiable était fastidieux, et un petit vol était le coût des affaires. Langdon les regarda approcher. Ses yeux passèrent de l'expression sombre et indéchiffrable de Larkin à la femme terrifiante qui marchait à ses côtés. Il serra son verre de martini avec des jointures blanches. « Arthur, dit Larkin, son ton plat. Monsieur Steeves, quina Langdon. » Il regarda Pénélope. Il essaya de déglutir, mais sa gorge semblait s'être bloquée. « Et, votre invité ?» Penelope Woods, se présenta-t-elle. Elle ne tendit pas la main. Elle s'arrêta simplement à 60 centimètres de lui, laissant le silence s'étirer jusqu'à devenir un poids physique. « Un plaisir, mademoiselle Woods, » mentit Langdon. « Monsieur Langdon, » commença Penelope, sa voix l'équivalent auditif d'un scalpel. J'examinais les protocoles de routage du 3e trimestre. Plus précisément, les délais de transfert entre l'entité écran à Nassau et le compte de holding principal à Georgetown. Il semble y avoir un décalage constant de 48 heures. Un décalage qui, compte tenu des taux d'intérêt actuels sur les placements à court terme, génère un rendement plutôt spécifique. Langdon cessa de respirer. La couleur quitta son visage, laissant sa peau de la couleur de vieux flocons d'avoine. Larkin l'observa. Puis, lentement, il tourna la tête pour regarder sa secrétaire. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire, » balbutia Langdon, regardant Larkin d'un air suppliant. « Les transferts internationaux prennent du temps. La conformité bancaire. La conformité bancaire est automatisée, » intervint doucement Pénélope. « J'ai analysé les algorithmes sur les journaux du réseau Swift. Le délai n'est pas systémique, il est manuel. Quelqu'un retient les fonds dans un compte intermédiaire à haut rendement pendant exactement 2 jours avant de nous transférer le principal. Il garde les intérêts. » Elle prit une gorgée lente et calculée d'un verre d'eau pétillante qu'elle avait pris sur un plateau qui passait. Elle laissa le silence planer, lourd et suffocant. « Sur 3 ans, » continua Pénélope, ses yeux sombres totalement dépourvus de pitié. Ses intérêts volés s'accumulent. Cela représente environ 412 000 $, à plus ou moins les fluctuations du taux de change. Le verre de martini de Langdon glissa de ses doigts. Il heurta le sol moquetté avec un bruit sourd, le gin s'imprégnant dans la laine coûteuse. Larkin sentit un frisson froid et vif lui parcourir l'échine. Il savait que Langdon détournait de l'argent. Il l'avait estimé à peut-être 50 000 par an. Il n'avait pas réalisé que le rat volait plus de 100 000, ni comment il s'y prenait exactement. Larkin, je le jure, s'étrangla Langdon, faisant un pas en arrière. Elle invente tout. Qui est-ce? Une sorte d'auditrice? C'est ma secrétaire, dit doucement Larkin.
Un sourire lent et dangereux se dessina enfin sur son visage. C'était la première fois qu'il souriait de toute la semaine. Et elle tient mes comptes. Thomas Dixon surgit de la foule, une nouvelle flûte de champagne à la main, l'air rouge et irrité par le soudain changement du centre de gravité de la pièce. Il fit irruption dans le cercle, regardant Pénélope de haut en bas avec un mélange d'hostilité et de désir flagrant. « Ce qui se passe ici ?» demanda Thomas. Il adressa un ricanement à Pénélope. « Joli costume, Woods. Loué à l'heure ?» C'était une tentative grossière et stupide de réaffirmer sa domination, de la remettre dans sa boîte. Pénélope ne s'ila pas. Elle tourna lentement la tête pour regarder Thomas. « Monsieur Dixon, » dit-elle, sa voix baissant à un murmure conversationnel qui, d'une manière ou d'une autre, portait par-dessus le quatuor à cordes. « J'ai remarqué que le budget de restauration pour les réunions hebdomadaires de votre secteur a augmenté de 40% ce trimestre. Les factures sont arrivées. Vous commandez du bœuf Wagyu importé pour 15 hommes tous les mardis. Pourtant, le fournisseur de viande que vous utilisez appartient à votre beau-frère. » Thomas se figea, la bouche à moitié ouverte. « Si vous comptez détourner des fonds de votre propre cousin, » dit Pénélope, se penchant juste une fraction de pouce, l'odeur d'ozone et de fer l'envahissant. « Je vous suggère de ne pas le faire via une trace écrite de steak. C'est sans inspiration, et ça insulte mon intelligence quand je dois classer ça. » Elle se tourna de nouveau vers un Arthur Langdon en hyperventilation. « Faites virer les 412 000 $ manquants sur le compte opérationnel principal d'ici lundi à 9 heures du matin, Monsieur Langdon. Sinon, Monsieur Steeves cessera de me déléguer, et il commencera à déléguer aux hommes qui se tiennent près des sorties. » Elle n'attendit pas de réponse. Elle tourna sur son talon à pointe d'acier et se dirigea vers les portes de la terrasse. Larkin la regarda partir. Il regarda Langdon qui se tenait la poitrine, puis Thomas, qui avait l'air d'avoir été heurté par un camion de ciment. « Lundi à 9 heures, » répéta Larkin à Langdon. Il laissa son sous-chef et son banquier corrompu se noyer dans leur propre panique, et il suivit sa secrétaire dehors, dans le froid. 5e partie. Le règlement de compte. L'air sur la terrasse était vif, mordant à travers la fine soie de la robe de Pénélope dès qu'elle mit le pied dehors. Elle se dirigea vers la lourde balustrade en pierre, agrippant le granit froid à 2 mains. En dessous d'elle, la ville était une grille de lumière dorée et rouge, bougeant et respirant dans l'obscurité. Son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau piégé. Ses mains tremblaient violemment. Elle pressa son front contre la pierre froide, se forçant à prendre de longues respirations délibérées. Elle l'avait fait, elle avait craqué l'allumette, mais l'adrénaline se retirait maintenant, laissant derrière elle une réalité froide et terrifiante. Elle venait d'humilier publiquement un sous-chef et de menacer un banquier de cartel. Elle venait de peindre une énorme cible au néon sur son propre dos. La lourde porte vitrée s'ouvrit et se referma avec un clic. Des pas lourds et mesurés traversèrent le béton. Elle ne se retourna pas. Elle connaissait la cadence de sa marche. Larkin s'arrêta à côté d'elle. Il ne parla pas tout de suite. Il sortit un étui en argent de sa poche intérieure, en tira une cigarette et l'alluma. La flamme du briquet illumina son profil acéré, la lourde fatigue autour de ses yeux, le dessin brutal de sa mâchoire. Il referma le briquet et expira un panache de fumée grise dans l'air glacial. « Vous tremblez, » dit-il. Sa voix n'était pas le ton plat et mort qu'il utilisait au bureau. Elle était calme, rauque. « Il fait -1 degré, Monsieur Steeves, » répondit-elle, gardant son regard fixé sur la circulation en contrebas. Il retira sa veste de costume. C'était une pièce sur mesure, en laine épaisse et doublure de soie. Il s'approcha et la posa sur ses épaules nues. La veste était chaude. Elle sentait le cèdre, le tabac et le monde violent et coûteux qui l'habitait. Pénélope se raidit, mais ne s'écarta pas. Elle resserra les revers autour de sa poitrine. « 3 ans, » dit Larkin, appuyant ses avant-bras sur la balustrade, regardant l'horizon. « Vous êtes assise devant ma porte depuis 3 ans, portant de la laine grise, vous excusant quand le photocopieur se bloquait, agissant comme si un bruit fort pouvait vous tuer. Un bruit fort au 42e étage implique généralement une balle à pointe creuse, » fit remarquer sèchement Pénélope. « Sursauter est un mécanisme de survie logique. » Larkin tourna la tête pour la regarder. La lumière crue de la terrasse projetait des ombres profondes sous ses pommettes. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Pourquoi vous cachez? Vous avez un esprit comme un piège d'acier.
Vous venez de démolir Langdon en 60 secondes. Vous auriez pu diriger tout le service comptable. Je vous aurais payé le triple. Pénélope se tourna enfin pour lui faire face. La colère qu'elle avait réprimée pendant des années éclata, brûlant la peur résiduelle. « Vous ne m'auriez pas payé le triple, dit-elle, sa voix dure. Vous m'auriez remarqué. » Larkin fronça les sourcils, un léger pli se formant entre ses sourcils. « Regardez cette pièce, dit Pénélope, faisant un geste vague vers les portes vitrées de la salle de bal. Regardez les hommes là-dedans. Regardez Thomas. Regardez-vous. Vous dirigez une machine construite sur la violence, la paranoïa et l'ego. Savez-vous ce qui arrive aux femmes qui se démarquent dans ce monde, les femmes qui montrent qu'elles sont intelligentes, compétentes ou dangereuses? » Larkin resta silencieux, la cendre de sa cigarette se consumant. « Elles deviennent des menaces, » répondit Pénélope à sa propre question. « Ou elles deviennent une propriété. Elles sont ciblées par des hommes comme votre cousin, qui n'apprécient pas d'être surpassés par quelqu'un qu'ils considèrent comme un meuble. J'ai 90 000 $ de prêt étudiant, Monsieur Steeves. Ma mère est dans un établissement pour troubles de la mémoire qui coûte 6 000 $ par mois. J'avais besoin du salaire. J'avais besoin des avantages médicaux. Je n'avais pas besoin de prouver quoi que ce soit. » Elle s'éloigna de la balustrade, se tournant complètement vers lui. La veste de costume surdimensionnée avalait sa silhouette, mais elle paraissait 10 fois plus grande que jamais dans son box. « Alors, j'ai porté les pantalons gris, » continua-t-elle, sa voix tremblant d'un mélange de rage et d'épuisement. « J'ai porté la pince dans mes cheveux. J'ai enlevé mon maquillage et j'ai fixé le sol. Et j'ai laissé Thomas m'appeler un fantôme parce qu'être invisible était le seul moyen de rester en sécurité dans un bâtiment rempli de prédateurs. » Larkin sentit un nœud serré et douloureux se former dans sa poitrine. C'était une sensation étrangère. Il lui fallut un long moment pour l'identifier comme de la honte. Il pensait être un bon patron. Il maintenait la violence hors des bureaux de l'entreprise. Il payait bien. Mais il avait été totalement aveugle à la réalité de l'écosystème qu'il supervisait. Il avait laissé Thomas ricaner. Et pire, il l'avait amené ici ce soir comme une blague. Il avait essayé de lui arracher son armure juste pour soulager son propre ennui. « Et ce soir ?» demanda Larkin, sa voix basse. « Pourquoi laisser tomber le masque ce soir ?» Pénélope laissa échapper un rire dur et sans humour. « Parce que vous m'avez traîné sous les projecteurs. Je savais pourquoi vous m'aviez invité. » J'ai entendu Thomas. Je connaissais la chute de la blague. Elle fit un pas de plus vers lui. Elle pencha la tête en arrière pour croiser son regard, son expression totalement inflexible. « Si j'étais entré là-dedans ce soir avec mon cardigan, » dit-elle doucement, « vous auriez ri. Thomas aurait ri. Je serais resté une blague, mais une blague humiliée. L'invisibilité n'aurait plus fonctionné. Vous m'avez forcé la main. Si je devais être poussé dans la fosse aux serpents, j'allais m'assurer que les serpents sachent que j'avais des dents. » Larkin la regarda. La colère dans ses yeux était magnifique. Elle était brute, réelle et entièrement justifiée. Elle avait joué le jeu parfaitement pendant 3 ans, et il avait brisé le plateau sur un coup de tête. Il laissa tomber sa cigarette sur le béton et l'écrasa avec le talon de sa chaussure Oxford. « Vous vous êtes fait un ennemi de Thomas ce soir, » dit Larkin, énonçant un fait logistique. « Il est mesquin. Il est rancunier. J'en suis consciente. Langdon va probablement paniquer et essayer de fuir, » ajouta Larkin. « On s'occupera de lui avant lundi, mais ça laisse un vide dans le routage offshore. Je peux rediriger les comptes de Nassau via une autre société écran au Belize, » dit Pénélope instantanément, sans hésiter. « Cela réduira le temps de transfert à 12 heures et nettoiera l'empreinte numérique mieux que Langdon ne l'a jamais fait. » Larkin laissa échapper un lent soupir. Un lourd silence s'installa entre eux, ponctué seulement par le hurlement lointain d'une sirène de police dans les rues en contrebas. La dynamique entre eux s'était fracturée de manière irrévocable. La lampe de bureau venait de se brancher sur le réseau électrique principal de la ville. « Lundi matin, » dit Larkin, sa voix baissant à un registre bas et dangereux. « Vous ne portez pas les pantalons gris. » Pénélope resserra sa prise sur sa veste. « Vous me renvoyez, Monsieur Steeves ?»« Non, » dit Larkin. Il s'avança, réduisant la distance entre eux, jusqu'à ce qu'il puisse à nouveau sentir l'ozone. Il baissa les yeux sur le rouge vif de ses lèvres, l'intelligence acérée de son regard, et la colère terrifiante et magnifique qui émanait de sa peau. « Je vous promets. » Il n'attendit pas qu'elle comprenne. Il se tourna et retourna vers les portes vitrées de la salle de bal,
l'air froid le frappant, vivifiant et tranchant. Il avait un banquier de cartel à traquer, un sous-chef à museler et une nouvelle réalité à construire. La blague était terminée. 6e partie. Le bureau d'angle. Le lundi matin arriva avec un froid gris et mordant, typique de novembre en ville. Le 42e étage bourdonnait de son efficacité prédatrice habituelle. Les claviers cliquetaient, les machines à expresso sifflaient. Des hommes en costume sombre se déplaçaient avec la diligence silencieuse de ceux qui savaient que l'échec n'était pas une faute professionnelle, mais une faute fatale. À précisément 8h15, les portes de l'ascenseur sonnèrent et s'ouvrirent. Penelope Woods entra à l'étage. Elle ne portait pas de laine grise. Elle portait un tailleur-pantalon à fines rayures anthracites qui épousait ses épaules et tombait parfaitement sur ses chevilles. Le pince en plastique bon marché avait disparu. Ses cheveux sombres tombaient en une ligne nette qui encadrait sa mâchoire. Elle portait des escarpins en cuir noir qui résonnaient sèchement contre le marbre italien. Dépourvu de pointes d'acier, mais porteur de la même menace. Son rouge à lèvres était d'un prune discret et professionnel, mais ses yeux étaient soulignés d'un noir vif et impitoyable. Le silence qui s'abattit sur l'étage ne fut pas immédiat. Ce fut une vague. Elle commença au bureau de la réception où l'assistante administrative cessa de taper, la mâchoire pendante. Elle se propagea à travers l'open space. Les conversations moururent en pleine phrase. Les regards suivirent la progression de Penelope, alors qu'elle contournait complètement le groupe des assistantes. Elle se dirigea vers les suites de la direction. Plus précisément, elle se dirigea vers le bureau d'angle adjacent à celui de Larkin. Un espace qui était resté vacant depuis que l'ancien directeur financier avait été inculpé et avait ensuite disparu il y a 3 ans. La lourde porte en verre était ouverte. Son nom était déjà gravé sur une plaque en acier brossé montée sur le mur. Penelope Woods, directrice des opérations financières. Elle entra. Le bureau était immense, entouré de verre avec vue sur le port. Un énorme bureau en acajou dominait le centre. Dessus se trouvaient 2 écrans incurvés, une ligne téléphonique, cryptée dernier cri, et un unique café noir, encore fumant. Penelope posa sa mallette en cuir. Elle regarda le café. Elle n'eut pas besoin de demander qui l'avait mis là. « Je le préfère avec un trait de lait d'avoine maintenant », dit-elle à la pièce vide. « Notez. » Larkin sortit du couloir privé attenant qui reliait leur bureau. Il portait un costume bleu marine, sans cravate. Les 2 premiers boutons de sa chemise étaient défaits. Il avait l'air reposé, ce qui était un mensonge. Il n'avait pas dormi depuis vendredi. Il avait passé le week-end à démanteler la vie d'Arthur Langdon, à saisir ses biens, et à s'assurer que le banquier terrifié soit placé sur un vol aller simple permanent vers un pays sans traité d'extradition. Larkin s'appuya contre le cadre de la porte, l'observant. Il l'étudiait avec une intensité qui lui fit hérisser les poils des bras. « Le bureau vous convient ?» demanda-t-il. « Il est ostentatoire, » dit Penelope, passant une main sur le bois poli. « Mais il pourra contenir les registres offshore. » Langdon est parti, dit Larkin. Il entra dans la pièce, réduisant la distance entre eux. Le vide dans le routage est ouvert. Nous avons 48 heures avant que les comptes de holding à Nassau ne déclenchent un audit automatique du conseil d'administration de la société Écran. « Je vous l'ai dit vendredi, » répondit Penelope, tirant sa chaise et s'asseyant. Elle alluma les écrans. « Je peux rediriger via le Belize. J'ai juste besoin des codes d'autorisation et de votre signature numérique pour contourner les protocoles secondaires. »« Vous les avez, » dit Larkin. Il sortit une clé USB en argent de sa poche et la jeta sur son bureau. Elle cliqueta contre le bois. « Tout est là-dessus. Vous avez le contrôle systémique total. » Penelope regarda la clé. C'était la clé numérique de toute la trésorerie du syndicat Steves. Des milliards de dollars de fonds blanchis, de raquettes et de biens immobiliers légitimes. Il la remettait à une femme qu'il considérait, 72 heures plus tôt, comme une secrétaire invisible. « Vous me confiez la trésorerie, » dit-elle, sa voix plate, masquant une soudaine montée d'adrénaline. « Je vous fais confiance pour être exactement celle que vous m'avez montrée vendredi soir, » corrigea Larkin. « Une femme qui comprend les marges mieux que quiconque dans ce bâtiment. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la lourde porte en verre de son bureau s'ouvrit avec assez de force pour fissurer les charnières. Thomas Dixon entra en trombe. Son visage était d'un rouge sombre et violent. Il ne regarda pas Penelope. Il marcha droit sur Larkin. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel »
demanda Thomas, faisant de grands gestes dans la pièce. Elle a le bureau d'angle. Elle a le titre de directrice. C'est une dactylo glorifiée, Larkin. Tu te moques de la chaîne de commandement. Larkin ne bougea pas. Il ne sia pas. Le changement dans son comportement fut absolu. L'homme calme et intense qui venait de remettre son empire financier disparut, remplacé instantanément par le don. « Thomas, » dit Larkin, sa voix baissant à un murmure terrifiant de calme. « Baisse la voix. » Thomas ignora l'avertissement. Il tourna sa hargne vers Penelope, claquant ses mains à plat sur son bureau en acajou. « Tu crois que parce que tu t'es maquillé et que tu as joué à la poupée à un gala, tu es soudainement un affranchi, tu es une civile. Tu ne sais pas comment ce monde fonctionne. Dès que ça deviendra sanglant, tu vas craquer. » Penelope ne cilla pas. Elle croisa lentement ses mains sur la clé USB en argent. Elle leva les yeux vers Thomas, son expression totalement dénuée d'émotion. « Monsieur Dixon, » dit Pénélope, « je suis en train d'examiner les fonds discrétionnaires pour vos opérations de maintien de l'ordre dans le quartier de la mode. Vous opérez avec une perte de 22% d'une année sur l'autre. Vous payez des inspecteurs qui ont déjà été inculpés par l'État, ce qui signifie que vous jetez les fonds du syndicat dans un trou noir. » La bouche de Thomas s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. « À partir de ce matin, » continua doucement Penelope, « votre budget discrétionnaire est gelé. Toute dépense supérieure à $500 nécessitera mon approbation écrite directe. Si vous voulez acheter une boîte de balles, vous soumettrez un reçu détaillé. » Thomas se tourna lentement vers Larkin, les yeux écarquillés d'indignation. « Tu vas la laisser faire ça. Elle me coupe l'herbe sous le pied. Elle t'empêche de dilapider mon argent, » corrigea Larkin. Ses yeux étaient morts, fixés sur son cousin. « Elle est la directrice des finances. Tu lui rends des comptes sur toutes les questions monétaires. Si tu lui parles à nouveau sur ce ton, tu te retrouveras à gérer les tournées de ramassage des ordures à Staten Island. Sommes-nous clairs ?» Le silence dans le bureau était suffocant. Thomas fixa Larkin, réalisant avec un choc glacial que son cousin ne bluffait pas. La hiérarchie avait changé. La blague était devenue le juge. Thomas déglutit difficilement, la mâchoire serrée. Il lança un dernier regard venimeux à Penelope. « C'est une erreur, Larkin. » Il se tourna et sortit du bureau en trombe, laissant la porte en verre claquer derrière lui. Penelope resta parfaitement immobile, jusqu'à ce que ses pas lourds s'estompent dans le couloir. Lentement, elle expira, ses épaules s'affaissant d'une fraction de pouce. « Il va riposter, » dit-elle doucement. « Qu'il essaie, » dit Larkin. Il s'approcha de son bureau, se penchant légèrement pour être à son niveau. L'odeur de cèdre et d'air froid l'enveloppa. « Tu t'occupes des chiffres, Pénélope. Je m'occupe des monstres. » Il se tourna et retourna dans son couloir privé. Pénélope regarda l'embrasure de la porte vide pendant un long moment. Puis, elle prit la clé USB en argent, la brancha sur le terminal et commença à déplacer des millions. 7e partie. Le problème au Belize. 3 semaines passèrent. La transition fut brutale, épuisante et parfaitement fluide. Pénélope réorganisa l'architecture financière du syndicat avec la cruauté d'un chirurgien excisant une tumeur. Elle coupa les branches mortes. Elle rationalisa les paiements d'extorsion. Elle terrifia les capitaines opérationnels simplement en leur envoyant par courriel des feuilles de calcul avec leurs inefficacités surlignées en rouge vif. Ils apprirent rapidement qu'une convocation dans son bureau d'angle était bien pire qu'une correction physique. On pouvait guérir d'une mâchoire cassée. On ne pouvait pas guérir d'un audit de sa vie par Penelope Woods. Elle travaillait 15 heures par jour. Larkin faisait de même. Ils existaient dans un état d'isolement hyper-fonctionnel et fortement caféiné dans leur bureau attenant. La paroi de verre entre eux avait été dépolie pour des raisons de sécurité, mais le couloir privé restait ouvert. Ils se passaient des dossiers, partageaient des dîners froids à emporter à minuit et parlaient dans un langage abrégé d'évaluation des risques et de réaffectation d'actifs. C'était professionnel, c'était nécessaire, et la tension entre eux devenait insupportable. Chaque fois que Larkin lui tendait un document, ses doigts s'attardaient une seconde de trop contre les siens. Chaque fois que Pénélope levait les yeux de ses écrans, elle le trouvait debout dans l'embrasure de la porte, l'observant avec une faim sombre et lourde qu'il peinait à peine à dissimuler. La dynamique était passée de prédateur et proie à 2 prédateurs alpha, tournant dans la même cage, aucun ne sachant vraiment qui devait frapper le premier. Le point de rupture arriva un mardi soir à 1 heure du matin. La pluie s'abattait contre les baies vitrées du bureau de Pénélope, déformant les lumières de la ville
en traînées de néons furieuses et sanglantes. L'étage était entièrement vide, plongé dans l'obscurité à l'exception des halos de lumière émanant de ses lampes de bureau. Pénélope fixait une ligne de code sur son écran principal, se massant les tempes. Un mal de tête sourd et lancinant s'était installé derrière ses yeux vers 20 heures et refusait de partir. « Ça a encore été rejeté », marmonna-t-elle. Larkin apparut dans l'embrasure de la porte, tenant 2 verres de scotch. Il entra, en posa un près de son clavier. « La route du Belize » ? « Oui. » Pénélope prit le lourd verre en cristal, buvant une gorgée reconnaissante. La brûlure la ramena à la réalité. La société écran secondaire rejette les protocoles de transfert. Ce n'est pas un signalement automatisé. Quelqu'un à la réception bloque manuellement le dépôt. Larkin fronça les sourcils, traînant une chaise et s'asseyant à côté d'elle. Il se pencha, son épaule frôlant la sienne. Il semblait bien trop solide, trop chaud dans le bureau froid et caverneux. « Qui contrôle le nœud de réception » demanda-t-il, regardant l'écran. « Javier Mendez » dit Pénélope, affichant un dossier sur son deuxième écran. « Liaison du cartel. Il gère la distribution régionale pour la côte sud. Langdon traitait directement avec lui. Mendez est un sociopathe paranoïaque, nota Larkin, sa voix plate. S'il bloque le transfert, il soupçonne un piège. Il sait que Langdon est parti. Il ne fait pas confiance à la nouvelle signature. Il veut une rencontre en personne, dit Pénélope, pointant un fil de discussion sécurisé au bas de l'écran. Il y a envoyé un ping crypté il y a 1 heure. Il veut rencontrer la nouvelle directrice. Demain soir, à Miami. La posture de Larkin changea instantanément. La proximité décontractée disparut, remplacée par une tension rigide et contenue. Non, ce n'est pas une demande, Larkin. Les fonds sont dans les limbes. S'ils y restent encore 48 heures, les algorithmes fédéraux signaleront le volume. Nous perdons 12 millions de dollars. J'ai dit non, répéta Larkin, se levant brusquement. Il s'éloigna du bureau, passant une main dans ses cheveux sombres. J'irai. J'emmènerai une équipe à Miami. Je m'assierai avec Mendez, et je le forcerai à autoriser les codes de réception. Pénélope fit pivoter sa chaise pour lui faire face. Tu ne peux pas. Mendez ne veut pas des gros bras. Il veut l'architecte. Il a besoin de savoir que la personne qui appuie sur les boutons n'est pas un agent fédéral qui a saisi l'ordinateur de Langdon. Si tu te pointes avec une équipe, il brûlera les comptes et disparaîtra. C'est un homme de main du cartel, Pénélope, lança Larkin, se retournant vers elle, les yeux flamboyants. Il écorche des gens vifs pour des détournements. Tu ne vas pas à une réunion avec lui. Je suis la directrice des finances, rétorqua-t-elle, sa voix montant, égalant son volume. Elle se leva, l'épuisement remplacé par une soudaine et féroce montée d'adrénaline. C'est ma route. Ce sont mes chiffres. Tu m'as mise dans ce fauteuil pour réparer la machine. Laisse-moi la réparer. Tu répares les chiffres ici, dit Larkin, entrant dans son espace, réduisant la distance jusqu'à ce qu'ils soient à quelques centimètres l'un de l'autre. Il la regardait de haut, la mâchoire serrée. Tu ne vas pas sur le terrain. Tu ne t'assois pas dans une pièce avec des hommes qui considèrent la vie humaine comme une erreur d'arrondi. Pénélope le regarda. Elle ne recula pas. L'air entre eux était électrique, épais de colère et de quelque chose de bien plus dangereux. « Des hommes comme vous » demanda-t-elle doucement. Larkin s'arrêta. Les mots le frappèrent comme un coup physique. Il la fixa, la colère dans ses yeux se fracturant, révélant la panique brute et désespérée qui se cachait en dessous. Il ne voulait pas qu'elle soit en sécurité parce qu'elle était un atout précieux. Il voulait qu'elle soit en sécurité parce que la pensée que Javier Mendez la regarde lui glaçait le sang. « Je ne te laisserai pas entrer dans une planque de cartel, » dit Larkin, sa voix baissant à un murmure rauque et éraillé. « Alors entre avec moi, » répondit Pénélope. Sa voix était stable, mais son cœur battait à tout rompre contre ses côtes. Elle ne recula pas. « Tu n'amènes pas l'équipe. Tu n'amènes pas Thomas. Tu m'amènes moi. Tu es le don. Je suis ta mandataire. Nous lui montrons un front uni. Mandé respecte le pouvoir. S'il te voit soutenir mon jeu, il lèvera le blocage. » Larkin la regarda. Il regarda le dessin dur et intransigeant de sa mâchoire, le feu sombre dans ses yeux. Elle n'était plus la secrétaire effacée. Et elle n'était pas seulement un requin de la finance. Elle était son égale. Elle comprenait la violence, le risque, et elle était prête à mettre les pieds dans le sang
pour protéger leur empire. Il tendit la main, l'enroulant autour de son bras. Sa prise était ferme, possessive. « Si quelque chose tourne mal, » dit Larkin, son pouce frôlant la soie de son chemisier, ses yeux rivés aux siens. « S'il respire dans ta direction de la mauvaise manière, les chiffres n'auront plus d'importance. Je réduirai toute son opération en cendres. » Penelope sentit un frisson lui parcourir l'échine, qui n'avait absolument rien à voir avec la pluie froide qui battait contre la vitre. « Compris, » murmura-t-elle. « Fais un sac, » dit Larkin, reculant enfin, bien que ses yeux ne l'aient jamais quitté. Décollage à l'aube, 8e partie. La réunion de Miami. Miami se moquait de la logique froide de New York. C'était une ville construite sur une chaleur oppressante, une lumière blanche aveuglante et une humidité qui pesait comme un poids physique sur la poitrine. Javier Mendez choisit une salle de conférence privée aux parois de verre dans un gratte-ciel surplombant la baie de Biscayne pour la réunion. La climatisation était si forte que la pièce ressemblait à une chambre froide, un contraste saisissant avec le soleil éclatant à l'extérieur. C'était une tactique d'interrogatoire. Mendez aimait que ses invités soient mal à l'aise. Il était assis au bout d'une longue table en marbre, flanqué de 2 hommes qui portaient des costumes en lin coûteux qui bombaient légèrement à la taille. Mendez lui-même avait la fin de la quarantaine, impeccablement soigné, avec une lourde montre en or qui captait la lumière crue du plafond. Il ne se leva pas quand Larkin et Penelope entrèrent. Larkin portait un costume anthracite léger. Son expression était un masque d'indifférence violente absolue. Il tira une chaise pour Penelope, attendit qu'elle s'assoie, puis prit le siège à côté d'elle, ignorant complètement les gardes armés. Mendez se pencha en avant, posant ses coudes sur le marbre. Il regarda d'abord Larkin, lui offrant un lent hochement de tête calculé. Puis ses yeux sombres et morts glissèrent vers Penelope. Elle portait un tailleur blanc os, net et inflexible. Elle avait attaché ses cheveux sombres en un chignon bas et sévère à la nuque. Elle ressemblait à un bourreau qui venait de se préparer. « Steeves » dit Mendez, sa voix un baryton graveleux. « Je m'attendais à une escorte lourdement armée, pas à vous et une auditrice. Voici Penelope Woods » dit doucement Larkin. Sa voix ne résonnait pas dans la grande pièce. Elle absorbait le son autour d'elle. Elle est la directrice des finances du syndicat Steeves. Elle est l'architecte du nouveau système de routage. Vous vouliez voir la personne qui appuie sur les boutons. La voici. Mendez rit. C'était un son sec et râpeux. Arthur Langdon était un rat, mais il comprenait l'écosystème. Il savait comment montrer du respect. Cette fille m'envoie un ping numérique exigeant une libération de 12 millions de dollars sur un nœud secondaire. Je ne libère pas les fonds du cartel à des étrangers, surtout des étrangers qui portent du rouge à lèvres. Les 2 hommes flanquant Mendez sourirent narquoisement. Pénélope ne sia pas. Elle sortit de sa mallette en cuir un unique et fin dossier manille et le fit glisser sur le marbre poli. Il s'arrêta précisément à 2 centimètres des mains jointes de Mendez. « Ouvrez-le » dit Pénélope. Mendez cessa de sourire. Il jeta un coup d'œil à Larkin, qui restait parfaitement immobile, observant l'échange avec une sorte de fierté sombre et terrifiante. Mendez ouvrit le dossier. « Je n'exige pas le respect, monsieur Mendez, » commença Penelope, sa voix calme, résonnant légèrement contre les murs de verre. « J'exige l'efficacité. Quand Arthur Langdon gérait cette route, la perte opérationnelle due à vos frais de gestion était d'environ 4% par trimestre. Vous prétendiez que c'était nécessaire pour soudoyer les autorités portuaires de Belize City. » Mendez fixa la seule feuille de papier à l'intérieur du dossier. Son visage resta soigneusement impassible, mais un petit muscle de sa mâchoire tressaillit. « J'ai recoupé les horaires des autorités portuaires avec les virements de la société de holding, » continua Penelope, se penchant en arrière sur sa chaise. « Vous ne soudoyez personne. La signature numérique à la réception de ces détournements de 4% appartient à une société écran enregistrée au Panama. Une société entièrement détenue par votre beau-frère. » Le silence devint total dans la pièce. Le bourdonnement de la climatisation agressive sembla soudain assourdissant. Les 2 gardes changèrent de position, leurs mains se rapprochant de leur ceinture. Larkin ne bougea pas d'un pouce, mais ses yeux suivaient les gardes. Il était prêt à les tuer tous les 2 avant qu'ils ne sortent leurs armes. Mendez leva les yeux du papier. L'amusement avait complètement disparu. Il regarda Pénélope comme si elle venait de matérialiser une grenade dégoupillée sur la table. «
Vous détournez des fonds de vos propres chefs de cartel, Javier, dit Penelope, laissant tomber le titre honorifique. Son ton était conversationnel, ce qui rendait la menace infiniment pire. 12 millions de dollars de l'argent de mon syndicat sont actuellement bloqués sur un compte de holding. Si vous n'autorisez pas les codes de libération dans les 3 prochaines minutes, j'appuierai sur un bouton de mon téléphone. Ce bouton transmettra cette analyse financière exacte à l'auditeur principal du cartel à Sinaloa. J'imagine qu'ils sont beaucoup moins indulgents qu'un Larkin pour des frais de gestion de 4%. Mendez la fixa. Il regarde la ligne dure et intransigeante de sa bouche, l'absence totale de peur dans ses yeux sombres. C'était un homme qui trafiquait dans la terreur, et il réalisa avec un sursaut écœurant que la femme assise en face de lui y était totalement immunisée. Elle ne tenait pas une arme. Elle tenait une feuille de calcul, et cela allait le faire écorcher vif. « Vous bluffez », râla Mendez. Pénélope prit son téléphone sur la table. Elle déverrouilla l'écran. Elle n'hésita pas. Son pouce plana au-dessus de l'icône d'envoi. « 2 minutes, dit-elle. Mendez regarda Larkin. « Tu la laisses faire ça? Elle va déclencher une guerre. »« Elle fait les comptes, Javier, » répondit Larkin. Sa voix était un bourdonnement bas et létal. « Je te suggère de faire attention. Elle fait la retenue avec une extrême préjudice. » Mendez regarda de nouveau le téléphone. Il regarda la certitude froide et clinique dans les yeux de Pénélope. Il déglutit difficilement. Il plongea la main dans sa veste, en sortit un téléphone satellite lourdement crypté, et tapa une séquence de chiffres. Il posa l'appareil sur la table. Une petite lumière verte clignota 2 fois. « Le blocage est levé, » dit Mendez, sa voix épaisse de rage contenue. « Les fonds sont en cours de routage vers le Belize. » Penelope regarda son propre écran. Elle actualisa l'application centrale qu'elle avait construite. Les 12 millions de dollars disparurent du compte de transit et furent déposés en toute sécurité sur le nœud offshore principal du syndicat Steves. « Ravis d'avoir fait affaire avec vous, Javier, » dit Penelope. Elle se leva, lissant le devant de son tailleur blanc, et ramassa le dossier manille. Elle ne le laissa pas derrière elle. « Je vous enverrai un calendrier révisé pour les transferts du 4e trimestre. J'attends qu'il soit traité sans délai et sans la taxe de 4%. » Larkin se leva. Il ne dit pas un mot à Mendez. Il posa simplement une main dans le bas du dos de Pénélope et la guida hors de la pièce de verre glacial, laissant l'homme de main du cartel en sueur sous la climatisation. 9e partie. La clôture du registre. La chute d'adrénaline frappa Pénélope au moment où la lourde porte en chaîne de leur suite d'hôtel se referma. C'était un penthouse opulent et tentaculaire surplombant l'océan, baigné dans la lumière dorée et chaude du soleil de fin d'après-midi. Mais Penelope ne remarqua pas la vue. Ses genoux semblèrent soudainement faits d'eau. Elle laissa tomber sa mallette sur une table basse en verre et s'appuya lourdement contre le dossier d'un canapé moelleux, pressant les paumes de ses mains contre ses yeux. Son cœur battait si vite que c'en était physiquement douloureux. Elle venait d'extorquer un chef de cartel. Elle avait regardé un meurtrier dans les yeux et menacé sa vie avec un transfert de données. « Bois », dit Larkin. Elle ouvrit les yeux. Il se tenait devant elle, lui tendant un verre de bourbon pur. Il avait déjà jeté sa veste de costume et sa cravate. Ses manches étaient retroussées, révélant l'encre sombre des tatouages du syndicat qui serpentaient sur ses avant-bras. Pénélope prit le verre. Sa main tremblait si fort que le liquide ambré clapota contre le bord. Elle le but d'une seule gorgée brûlante, haletant alors que l'alcool frappait le fond de sa gorge. Larkin prit le verre vide de ses doigts rigides et le posa sur la table. Il ne recula pas. Il resta exactement où il était, envahissant son espace. Sa présence physique était lourde et rassurante. « Tout tremblait dans l'ascenseur, » dit Larkin, sa voix rauque. « Je suis terrifié, » admit Penelope, la vérité s'échappant d'elle. « Je suis terrifié presque chaque seconde de la journée. J'étais terrifié dans le box. J'étais terrifié au gala. J'étais terrifié dans cette pièce de verre. »« Ça ne se voyait pas. C'est le travail, » murmura-t-elle en le regardant. « C'est vous qui me l'avez appris. Les hommes de ce monde ne respectent que l'armure. On ne les laisse pas voir le sang. » Larkin la regarda. Le soleil de l'après-midi attrapait les cernes sombres et épuisées sous ses yeux. La ligne nette de sa mâchoire. L'intelligence féroce et inflexible qui refusait de céder. Il réalisa qu'il n'avait jamais rien vu de plus magnifique de toute sa vie. Il tendit la main
et défit doucement le chignon sévère de ses cheveux. Les mèches sombres tombèrent sur ses épaules, encadrant son visage. Elle ne s'écarta pas. Elle se pencha vers son contact. Une raidition microscopique qui envoya une onde de chaleur directement dans sa poitrine. « J'ai passé 3 ans à passer devant ton bureau », murmura Larkin, son pouce traçant la ligne de sa pommette. « 3 ans à ne pas te voir. C'est le plus grand échec de ma vie. Vous regardiez le mobilier, dit doucement Pénélope. J'étais aveugle, corrigea-t-il. Il ne demanda pas la permission et elle ne l'exigea pas. Larkin combla le dernier centimètre entre eux, sa bouche se posant sur la sienne. Ce n'était pas un baiser doux. C'était une collision. C'était 3 ans de tension refoulée, l'adrénaline résiduelle d'avoir survécu à une réunion de cartel, et la réalisation violente et dévorante qu'ils étaient les reflets exacts l'un de l'autre. Pénélope agrippa le devant de sa chemise, le tirant plus près, égalant son intensité désespérée. Elle avait le goût du bourbon et du danger, il avait le goût du pouvoir. Larkin la fit reculer jusqu'au bord du canapé, ses mains trouvant la courbe de sa taille, l'ancrant à lui. Ils étaient une collision de registres et de balles, de risques calculés et de conséquences brutales. Quand ils se séparèrent enfin, le soleil plongeait sous l'horizon, baignant le penthouse dans des ombres profondes et meurtries de violet et d'or. Pénélope garda ses mains crispées sur sa chemise, son front reposant contre sa poitrine, écoutant le battement lourd et erratique de son cœur. « Thomas va passer à l'action, dit-elle doucement, la réalité de leur monde revenant dans la pièce. « Je sais, dit Larkin, posant son menton sur le dessus de sa tête. Il perd de l'argent, Larkin. Il est désespéré. Les hommes désespérés deviennent négligents. Il essaiera de contourner les nouveaux protocoles, et quand il ne pourra pas, il s'en prendra à moi. Il ne s'approchera pas à moins de 16 kilomètres de toi, promit Larkin, sa voix se durcissant en une certitude absolue. Si Thomas dépasse les bornes, je ne le réaffecterai pas. Je l'enterrerai. Penelope recula légèrement, levant les yeux vers les yeux froids et pâles du don. « Non, dit-elle. » Larkin fronça les sourcils. « Non, ne l'enterre pas, dit Pénélope, un sourire lent et terrifiant se dessinant sur ses lèvres. « Audite-le publiquement. Saisis ses biens, gèle ses comptes, et force-le à expliquer chaque centime volé à la commission. Laisse-le survivre, mais rends-le insignifiant. La mort fait un martyr, la pauvreté fait une blague. » Larkin la fixa. Un rire bas et sombre gronda dans sa poitrine. C'était un son de révérence pure et sans filtre. Il avait construit une forteresse de violence, et elle venait de lui montrer comment en armer l'architecture. « Toi, » murmura Larkin, se penchant pour déposer un baiser dur sur sa mâchoire. « Tu vas être la ruine absolue de ce syndicat. »« Je vais doubler tes marges de profit, » corrigea Penelope, sa main glissant pour encadrer son visage. « Et je serai absolument ravissante en le faisant. » 2 jours plus tard, Penelope Woods entra au 42e étage. Tout l'open space se tut, la regardant se diriger vers les suites de la direction. Elle ne portait pas de grille. Elle ne regardait pas le sol. Elle entra dans le bureau d'angle, la porte en verre se refermant derrière elle, la scellant dans l'empire qu'elle co-dirigeait désormais. La secrétaire invisible était morte. Longue vie à la directrice. Le coup de maître de Pénélope à Miami vous a-t-il laissé sans voix? Dit secrétaire invisible à reine incontestée du syndicat Steves, sa transformation est une leçon de survie et de stratégie. Si vous avez adoré voir Pénélope utiliser son esprit brillant pour déjouer les chefs de cartel et prendre sa place aux côtés de Larkin, explosez ce bouton « J'aime ». Partagez cette histoire avec vos amis qui aiment les romances sombres et à haut risque. Et assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer notre prochain drame palpitant. Laissez un commentaire ci-dessous. Quel a été votre moment préféré avec Pénélope? On se retrouve dans la prochaine vidéo.